Bonjour et bienvenue à une autre section de notre cours de sciences humaines, 10e année, immersion française. Et aujourd'hui, on parle des arts de la Grèce antique. L'importance des arts pour les Grecs. Les Grecs pensent que les dieux sont partout. Ils ont soin de les honorer en construisant pour eux des temples magnifiques, en peignant leurs exploits et ceux de leurs héros, en sculptant des effigies. Donc, l'art, pour eux autres, c'est pour aussi honorer les dieux. Même le théâtre est destiné aux cérémonies religieuses. Mais les dieux ne sont pas coupés du monde. Comme ils ont forme humaine, la représentation de la mythologie est prétexte à célébrer la beauté du corps humain. Donc, pour eux autres, les dieux, non seulement étaient présents, mais ils faisaient partie de la vie de tous les jours. On a juste à regarder la quantité d'enfants que Zeus a eu avec les femmes humaines et on peut définitivement voir que pour les Grecs, ils n'étaient pas coupés du monde des hommes du tout, ils faisaient même partie de la vie de tous les jours. Et pour ça, les choses devaient être toujours le plus beau possible. Le corps humain était pour eux autres quelque chose de très important aussi à garder sain parce que ça honorait les dieux. Certains artistes ont aussi représenté des scènes de la vie quotidienne. Le théâtre. Le théâtre des Grecs est un amphithéâtre en pierre à ciel ouvert, comme tu vois ici, dans lequel les Grecs assistent aux performances en l'honneur de Dionysos, que tu vois ici, le dieu du vin et de la création. Donc, Dionysos, c'est le dieu du vin et de la création. Donc, si tu crées quelque chose, c'est Dionysos qui va t'aider, et si tu bois ou fais du vin, c'est Dionysos qui va t'aider. Les acteurs, que c'est tous des hommes, même pour les rôles de femmes, c'est tous des hommes, jouent avec un masque. Donc, les hommes, c'est les acteurs et ils ont toujours un masque. On voit trois types majeurs de pièces de théâtre se développer en Grèce. La comédie, la tragédie et la satire. Comme tu vois, les amphithéâtres ici. Les masques. Et même des représentations ici. Il y a 4 dramaturges qui sont très connus. OK? Aeschylus, Sophocle, Euripède et Aristophane. Ces 4-là, ça dépend, comme Aeschylus, Sophocle et Euripède. Sophocle, Euripède, eux autres, c'est pour les tragédies. Aristophane, c'est pour les comédies et les satires. Tu vois son petit sourire ici, là. Ça doit être un drôle de gars. Et Sappho, qui est sur l'île de Lesbos, que tu as vu sur la carte de notre première présentation, était aussi une dramaturge connue. Même si c'est une femme, elle écrit des pièces de théâtre. Okay? Elle n'a pas le droit de jouer dans ces pièces de théâtre, c'est seulement les hommes qui vont jouer dans les pièces de théâtre, mais elle peut écrire des pièces, et c'est ce qu'elle fait. La pièce de théâtre la plus connue est une pièce de Sophocle, okay? Oui, qui est Oedipius Rex, ou Oedipe le roi. C'est la tragédie d'un roi qui avait marié sa mère par accident. Il ne savait pas que c'était sa mère, puis il l'a mariée. Okay? Puis c'est une grande tragédie, puis tout le monde meurt à la fin parce qu'il se tue.
C'est vraiment comme... Ils faisaient des choses comme ça, vraiment un peu... c'est très intéressant, leur façon de voir les choses. Question révision. Donne un exemple qui montre que les Grecs pensent que les dieux sont partout. Qui est le dieu du vin et de la création? Quels sont les 3 types majeurs de pièces de théâtre? Quels dramaturges, il devrait avoir un S, sont connus pour la tragédie? Il y en a 3. Quel dramaturge est connu pour la comédie et la satire? Et quel dramaturge vient de l'île de Lesbos? Et qui a créé la pièce Oedipius Rex? Dans l'architecture, même dans leur architecture, dans qu'est-ce qu'ils faisaient comme édifice, comme bâtisse, ça notait la présence des dieux. Ils savaient que les dieux étaient là. Parce que leur maison, les Grecs, la maison qu'ils habitent était modeste. C'était pas des grosses maisons, là. C'est souvent construit en briques crues, généralement peint en blanc. Right? Ils réservent leur art et les matériaux nobles, comme le marbre, par exemple, pour les bâtiments publics. Donc, les temples, etc., les choses comme ça, les bâtiments publics. Ils édifiaient ici des pièces, des théâtres de pierre à ciel ouvert, comme j'ai déjà montré. Okay, il y en a ici. Il y a des théâtres dans presque toutes les villes, mais surtout des magnifiques temples en Sicile, à Athènes, comme ici, tu vois Athènes, à Olympie, à Thèbes, à Delphes. Donc, partout, ils ont vraiment des magnifiques temples qui, pour plusieurs, sont même debout encore aujourd'hui, même s'ils sont un peu en ruine, ça reste qu'ils sont encore debout, qu'ils sont encore là pour la grande majorité. Ces maisons des dieux peuvent être en pierre ou tout en marbre, comme par exemple le Parthénon, c'est tout du marbre. Donc, ils ont fait venir le marbre, ils ont trouvé le marbre à certains endroits, ils l'ont amené là. Donc, ça coûtait très, 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 très cher pour le faire et ils l'ont fait. De forme généralement rectangulaire, les temples comportent des colonnades intérieures et extérieures, okay, comme tu vois un petit peu à l'intérieur puis à l'extérieur, des frises sculptées, comme tu vois ici, représentant des scènes de la vie des dieux ou des cérémonies en leur honneur, dépendamment, ça peut être mais c'était toujours relié avec les dieux qu'il y avait là. Les styles architecturaux grecs se reconnaissent surtout à l'aspect de leurs colonnes. Okay? Et on va voir ça après. Question révision. Quelle est la différence entre les maisons grecques et les bâtiments publics? Comment sont faits les théâtres? Comment sont généralement faits les temples? Quels sont les détails de décoration dans les temples? Il y en a 2. Donc, comme on parlait des différentes colonnes. Il y a des colonnes, ils ont des noms différents parce qu'ils ont des aspects différents. Et c'est ce qu'on va voir ici. Par exemple, l'ordre dorique. Les colonnes de l'ordre dorique sont sobres et trapues. Trapues, ça veut dire petit et large. Donc, ils sont moins hautes que les autres et un peu plus larges et très sobres. Donc, il n'y a pas beaucoup de décoration dessus, comme tu vois là. Le chapiteau, la partie supérieure, ne présente pas d'ornement. Comme tu vois, c'est juste comme, c'est rond, c'est un carré, that's it, ça tient tout. Ce style est apparu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il est très utilisé en Grèce continentale, donc il est surtout sur le continent, moins sur les îles. Okay? C'est pas qu'il n'y en a pas là, il y en a, mais c'est moins fréquent, il y en a moins souvent sur les îles. C'est surtout sur le continent.
L'ordre ionique. L'ordre ionique. Les colonnes de l'ordre ionique sont plus hautes et ont une allure élancée. Donc, sont un peu plus hautes, sont moins grosses que les autres de l'ordre dorique. Leur chapiteau est orné de volutes qui attestent d'une inspiration orientale. Donc, les volutes, c'est ça ici, là. Donc, on a des swirls comme ça. Ça, c'est d'inspiration orientale, de l'Orient. Ce style est également apparu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est à peu près au même temps, mais parce que c'était un autre endroit, il y avait les décorations différentes. Il apparaît surtout dans les cités grecques d'Asie, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Turquie. Okay? Toute cette section-là, la section que tu as vue sur la carte qui était, que je t'ai montré, la carte, c'est dans le premier PowerPoint qu'on a vu, ou est-ce que je t'ai montré une carte? Tu as vu les cités de l'Asie, comme je t'ai montré, la Turquie qui était plus comme à droite. Là. Ben, c'est là surtout qu'on voit ça. L'ordre corinthien, qui est le dernier ordre, le dernier type de colonne. Les colonnes de l'ordre corinthien est une variante de l'ordre ionique. Donc, c'est comme l'ordre ionique, donc ils sont élancés, etc., etc., mais c'est une variante, c'est un petit peu différent. Leur chapiteau, c'est ici, est décoré sur les 4 côtés, c'est le seul qui est comme ça, de feuilles d'acanthe, c'est ça ici, là, les feuilles d'acanthe, c'est comme ça, c'est une sorte de feuille, qui confère une grâce et une légèreté. Donc, tu vois ça, puis c'est plus artistique. Ce style est apparu à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc à peu près 100 ans après les deux autres. Les Grecs l'utiliseront très peu. Okay? Les Grecs ne vont pas l'utiliser beaucoup, mais c'est surtout les Romains qui vont arriver et qui vont le reprendre pour eux. Donc, ils l'ont vu, les Grecs l'utilisaient un peu, les Romains voient ça, font comme « nice, je vais le prendre puis je vais l'utiliser, moi. » Et c'est comme ça que ça s'est avancé. La sculpture. La sculpture est d'abord assez rigide. Les artistes, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, sculptent des formes humaines aussi grandes que leur modèle. Donc, si tu avais une femme ou un homme qui était une certaine grandeur, c'était pas mal la même grandeur que le modèle. Et c'était destiné à orner le fronton des temples, donc en avant des temples. On mettait ces décorations-là, ces sculptures-là. Elles représentent le plus souvent soit une jeune fille drapée, comme ça ici, qu'on appelle la corée. OK, ça c'est la corée, qui est debout ou assise, ou un jeune homme qu'on appelle le kouros, le jeune homme ici, qui aussi peut être debout ou assis, dépendamment. Donc, c'est vraiment les deux, la corée ou le kouros, qui va décorer les temples, le devant des temples. Un peu plus tard, okay, on parle de la sculpture classique, donc au 5e siècle, l'époque classique. L'inspiration des sculptures devient beaucoup plus libre. Ils célèbrent la beauté du corps humain, dont ils étudient les proportions et épousent la souplesse. Donc, c'est vraiment de regarder comment le corps humain est beau et de pouvoir faire des sculptures qui sont beaucoup plus souples que l'autre qui était beaucoup plus rigide. Comme tu vois, ici, c'est la déesse de Milo et elle est comme, tu vois, c'est croche un peu comme ça bouge comme un être humain. Un être humain va bouger différemment de juste rester debout, solide, puis pas bouger, right? Comme la Corée ou le Kouros qui était avant.
Ça, la période classique est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de mouvement dedans. Les vases grecs aussi. Ça, c'est une autre chose qui nous donne beaucoup d'indications. Les vases nous renseignent sur la vie quotidienne des Grecs, comme les chopes, qui est ici, que les convives se passaient de main à main. Donc, il y avait du liquide dedans, généralement du vin, et on buvait, puis on le passait à l'autre, puis l'autre buvait dedans, puis on passait à l'autre, puis on buvait. Bon, tout le monde buvait dans le même cup. Les figures sont peintes avec un vernis noir qui se découpe sur un fond rouge, comme ici et ici. Puis à partir de 530 avant Jésus-Christ, mais environ, give and take a few, les artistes inversent les couleurs. Donc, c'est plus les personnages qui sont noirs maintenant, c'est le fond qui est noir. Donc ça s'est fait. Le changement de ça à ça, c'est fait environ autour de 530 avant Jésus-Christ. La musique. Les Grecs jouent la musique lors des cérémonies religieuses, mais aussi pour animer les banquets, rythmer leur travail. Et c'est vraiment comme la musique est partout en Grèce. Même juste pour travailler, il y a quelqu'un qui joue de la musique. Puis si c'est un banquet, il va y avoir quelqu'un qui va jouer de la musique. Si c'est une cérémonie religieuse, il y a quelqu'un qui va jouer de la musique. Donc, il joue de la musique toujours. Il y a deux instruments de musique qu'on sait, qu'on connaît beaucoup, qu'ils utilisaient beaucoup. L'aulos, qui est un ancêtre du hautbois, ou un type de flûte, que les musiciens utilisaient souvent par paire, comme tu vois ici. Okay? Le musicien avait comme deux flûtes ensemble et il jouait ça. Et l'autre instrument de musique, la lyre, que tu vois ici, c'est un des principaux instruments, en fait. Celui-là, c'est un des principaux instruments. On en pince les cordes qui sont verticales, comme tu vois, les cordes au milieu, et la caisse de résonance, ici, amplifie le son. Donc ça, c'est vraiment comme le plus fréquent, mais il y a beaucoup celle-là aussi qui était beaucoup plus facile. OK, question révision. Nomme les 3 types de colonnes. Donne un détail de chaque colonne. OK, il y en a 3 types, donc tu vas donner un détail pour un détail pour un autre, puis un détail pour un autre. Comment s'appellent les 2 types de sculptures rigides devant les temples? C'est quoi les noms? Qu'est-ce que célèbre la période des sculptures classiques? Donc, les sculptures classiques, ils faisaient quoi exactement? C'est quoi qu'ils célébraient? Quand commence l'époque de la culture classique? Donc, c'est quoi la date? Quand est-ce que les couleurs des vases ont été inversées? Quels sont les 2 types d'instruments de musique? Et quelles sont les 3 occasions où les Grecs jouent de la musique? Et voilà, c'est tout pour cette section ici. Donc, faites attention à vous autres. On se revoit plus tard. À la prochaine.